Euh, Bonjour Michael. Bonjour. Bon, tout d'abord, je vais te demander de te présenter et nous dire euh, quel est ton rôle au sein de Bedrock. Alors moi, c'est Michael Vitry, je suis data ingénieur au sein de Bedrock et mon rôle actuel, c'est de construire les outils pour créer la nouvelle data platform dans l'architecture data mesh, la brique qui est connue comme self-service data platform. Voilà, qui va aider les équipes qui créent leurs produits à le faire de façon le plus simple possible D'accord. et intégrée. On va en revenir sur ce data platform. Et tout d'abord, j'aimerais en parler dans le cadre du data mesh. C'est quoi ton niveau d'implication et ton objectif surtout principal, c'est quoi? C'est Alors mon niveau d'implication, il est assez fort parce que le data mesh arrive chez Bedrock par la partie technique et du coup on est central dans l'évangélisation de de l'architecture, euh, central aussi dans la preuve du concept. On a mené pas mal d'études préalables pour pouvoir valider les différentes architectures et encore central pour l'implémentation, puisque les équipes qui vont utiliser nos produits nous font appel pour l'implémentation, l'accompagnement. Pour les équipes qui, du coup, au sein de Backrock, créent les produits, aujourd'hui c'est un nouveau métier pour eux, et du coup ils ont besoin d'accompagnement là-dedans. Donc mon objectif, moi, c'est que d'une part les outils soient, on va dire, assez intégrés pour que les équipes les utilisent sans vraiment de difficultés par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ont déjà toute une infrastructure qui s'appuie sur le même type de technologie pour que, de leur point de vue, la seule difficulté, c'est d'apprendre le nouveau métier qui est celui de data producer. ok. Alors, tu en as parlé justement du self data platform. Tu peux nous en dire plus, c'est-à-dire ce que c'est et c'est quoi son rôle au sein de l'architecture des data mesh. Alors, bah, pour reprendre déjà le concept au niveau du data mesh, le constat de passer d'une architecture traditionnelle qui veut que la data platform soit centrale et gérée par une équipe de data ingénieurs de façon centralisée, qui collecte toutes les données et qui les met à disposition des consommateurs. L'objectif de Savage, c'est de décentraliser justement. Et dans cette décentralisation, l'idée c'est que chaque producteur de données expose de façon publique ces données. Et pour ce faire, donc, créer des mini pipelines de données, des mini data platforms, on pourrait dire. Et ça implique que le rôle d'ingénieur de la donnée soit porté par ces équipes. Or, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Dans une équipe qui produit de la donnée, comme une équipe de back-end, on aura beaucoup d'ingénieurs de bases de données ou plutôt des techniciens sur les API ou autres, mais pas forcément data ingénierie, dans le sens où faire transiter une donnée d'un point A à un point B en faisant des transformations et pouvoir les utiliser comme une table, comme une vue dans un data mart pour créer du reporting ou autre, c'est pas vraiment leur métier. Et du coup, au lieu d'aller porter la data ingénierie dans toutes les équipes, le but de la self-serve data platform, c'est de mettre à disposition des outils haut niveau implémentés par les équipes qui produisent la donnée et qui va mettre à disposition via une interface, définition de variables, la création de la data platform sans que derrière les équipes elles-mêmes aient besoin de savoir de façon très précise les outils qui sont appliqués.
L'objectif, c'est d'aller d'un point A vers un point B. Ce qu'il y a au milieu, c'est géré par la plateforme. D'accord. Mais là, concrètement, comme c'est en développement, comment vous faites pour mesurer justement le succès? C'est quoi vos métriques pour mesurer le succès à chaque phase d'implémentation? Là, aujourd'hui, comme tu disais, c'est en cours d'implémentation. Le succès, il va venir de l'adoption des outils. Aujourd'hui, on a défini une architecture, on a pensé une architecture par rapport aux besoins qui étaient connus au moment de la définition. Euh, Si on se rend compte demain que les équipes qui veulent produire la donnée euh, n'ont pas le besoin couvert par nos outils et que du coup les outils ne sont pas utilisés parce qu'ils ne correspondent pas à la réalité en fait, ce sera un échec. Mm. Du coup, c'est l'adoption des outils en tant que tels. Et comment on, on est amené à les faire évoluer. Si on doit les réécrire euh, à chaque sprint en totalité, c'est que c'est un échec. Voilà. Donc l'adoption et la courbe de vie de ces produits. Quoi. Donc, ce qui veut dire que même sur les outils techniques que vous utilisez aussi, c'est de façon continue, c'est-à-dire il n'y a jamais de... vous n'adoptez jamais une méthode figée. Non, non, on est alors au sein de cette structure qui crée la data platform, on échappe en fait à la gestion de livraison de produits de Bedrock en général. On est en continu sur l'évolution de nos produits. Donc, aujourd'hui, on est en même temps en train de développer certains produits. Ceux qui déjà existent et qui sont utilisés, on les fait évoluer en fonction des besoins. Du coup, c'est toujours un process continu d'amélioration. D'accord. Alors, la question que j'aimerais maintenant poser, c'est euh, il doit forcément y avoir des phases prioritaires avant justement la mise en place de cette data platform. C'est quoi les étapes prioritaires? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des étapes à définir avant de se lancer dans le développement? Alors, tu parles de développement de la data platform euh, self-service Oui, ou la création de data product. non, la self-service. Self-service. Yes. Alors, euh, tu pars d'un existant. Donc, tu sais que les produits qui sont exposés, les data products, j'entends, qui sont exposés aujourd'hui, le sont de telle façon que, au final, on a des tables, des vues, et ainsi de suite. C'est utilisé par les équipes data analyse et data scientists et autres reporting. Et tu sais comment ces données sont arrivées. Tu remontes le fil et tu dresses le constat de comment c'est fait et tu essaies de trouver le dénominateur commun dans ces pipelines. Alors, déjà, on prend le constat de l'existant et après, tu vois l'état de l'art aujourd'hui sur la création et la gestion de données et tu te dis bon, comment je peux reproduire l'existant avec les outils d'aujourd'hui et de façon modulaire pour que n'importe quelle équipe qui produit de la donnée puisse les mobiliser. Donc, la première étape, c'est constater ce qui se fait, de dresser, de tester la possibilité avec les outils un jour de recréer ces pipelines. L'objectif étant de modulariser, que ce soit réutilisable et facile à prendre en main. Donc ces étapes de réflexion-là sont faites plutôt au niveau des principaux engineers, des solutions d'architectes, validées après techniquement par les data engineers et les tech en général, l'infra bien sûr, pour la sécurité, pour tout ce qui est bien, puisqu'on travaille dans le cloud essentiellement. Une fois ces étapes validées, la validation technique, on va dire, elle est faite. Ouais. C'est pas l'étape la plus importante de la mise en place de data. D'accord. Et pour finir, en fait, tout à l'heure, tu as parlé tantôt des architectures traditionnelles. Et en l'occurrence, par exemple, on peut parler du data lake ou du data warehouse. Mm. Et tu as parlé aussi de ce truc de décentralisation et de centraliser les données. C'est quoi c'est quoi la différence fondamentale?
fondamentale, j'allais dire, mais c'est quoi surtout qui fait la différence entre les deux architectures? C'est surtout la responsabilité euh, qui est un peu prise par ceux qui produisent leurs données. C'est surtout ça le gros avantage et la grosse différence. Le fait que dans la tradition, on centralise les données, on a une équipe qui gère cette data platform, qui est du coup en frontal avec les consommateurs de données, qui reçoit les données des équipes qui la produisent, mais qui n'en connaissent pas vraiment les règles. Et la responsabilité, du coup, est très diluée. L'équipe data platform ne saura pas répondre forcément aux demandes des consommateurs. Les équipes métiers qui n'ont pas intégré cette responsabilité ne sont pas posées les bonnes questions à ce moment-là, du coup, doivent aussi chercher. Donc, une grosse perte d'efficacité dans la résolution de problèmes euh, qui arrive tous les jours. L'avantage de passer à une structure décentralisée avec la responsabilisation des équipes, c'est que justement les infos métiers sont connus de ceux qui sont du métier et qui vont exposer ces données métiers. Du coup, quand on a un interlocuteur par rapport à un data product, c'est celui qui l'a créé. Donc il est tenu de l'avoir documenté, c'est un produit à part entière, de le documenter, de le mettre à jour. Ça va donner la confiance dans le contenu, puisqu'on a la traçabilité, c'est une des principales qualités. Et on n'a plus ce goulot d'étranglement que représentait l'équipe Data Platform, qui elle, du coup, faisait passe-plat, mais censé répondre. On ne savait plus trop qui était vraiment responsable de quoi. Tout à fait. Là, l'idée, c'est vraiment décentraliser dans un sens, mais pas de façon anarchique. C'est pour ça qu'il y a des briques comme la Data Platform self-service, pour que tout le monde utilise les mêmes moyens de façon identique et convenue par la gouvernance de la boîte, Mm. et qu'on ne réinvente pas la roue à chaque nouveau produit. Donc, c'est que veut dire qu'il y a une politique bien claire de mise en place du gouvernance qui est là. Autant on décentralise la création des produits, Mm. autant la technique est centralisée pour la partie data platform pour que chacun puisse la réutiliser. Et au final, on crée des mini data platform à chaque produit. Et alors, donc, en parlant de toutes ces briques, est-ce que aujourd'hui n'importe quelle entreprise, n'importe quelle entité peut se permettre de mettre en place l'architecture data mesh où il faut quand même une quantité importante de données pour... Alors, je dirais pas que c'est pas tant la quantité de données, mais c'est plutôt la quantité de data produits que tu vas avoir. Et à partir du moment où tu as plusieurs équipes différentes qui produisent des données différentes, à un moment donné, tu as un effet de seuil qui va te dire que tu vas perdre de l'efficacité parce que à partir du moment où le métier n'est plus connu de ceux qui traitent la donnée, là tu peux te dire, tu peux passer à une architecture décentralisée. Pour une petite structure qui a une équipe jusqu'à 3 équipes back-end qui produisent la donnée, ça peut être bien de l'avoir directement, mais c'est overkill. Tu n'as pas besoin, t'as pas vraiment besoin. Parce que là, il n'y a pas assez d'éléments pour que tu sois perdu. Dès que tu as plusieurs produits, dès que tu dépasses la dizaine de produits, tu peux t'imaginer que avoir un goulot au milieu d'étranglement, ça devient problématique. Après, c'est quelque chose qui doit s'anticiper. Parce que le point le plus critique dans les changements d'organisation, c'est le mot changement. Mm. Du coup, tu as un accompagnement pour ce changement qui doit être fait, que les parties prenantes comprennent l'intérêt. Donc, parce que du point de vue des équipes back-end qui, jusqu'à présent, produisaient de la donnée, ça se passait bien. Mm. Si on se met à la place de l'équipe de data platform, à un moment donné, on se rend compte
ils sont surchargés. Et les consommateurs, eux, perdent la confiance sur la donnée, puisque quand on leur pose des questions, quand ils demandent pourquoi il y a eu tel changement, tout ça, ils n'ont pas forcément des réponses qui leur conviennent. Donc tout ça, il faut acculturer l'entreprise euh, pour que ça se passe bien. Voilà. Donc c'est une des étapes les plus importantes. D'accord. Et quel que soit le changement dans une entreprise, en fait, pas forcément data mesh. Ouais. Ça marche. Je crois avoir fait le tour des questions que j'avais. Est-ce que toi, de ton côté, tu avais une chose en particulier où tu voudrais en parler ou... Moi, je reviendrai bien sur le fait de préparer le changement. Euh, Parce que comme tout changement, on va rencontrer des freins. Donc bien expliquer, faire de la pédagogie. Et voilà, c'est surtout ça. Le, le plus important, ce serait que cette stratégie vienne des décideurs et pas forcément que de la technique. La technique est là pour valider, faire des propositions aussi, mais qu'à un moment donné, c'est un choix stratégique, surtout quand on est une équipe, une structure qui est full orientée data. Voilà. Comme c'est stratégique, il faut que ça vienne des décideurs. Voilà. Que ce soit pas forcément que ça vienne, mais que ce soit appuyé par les décideurs. Bon, c'était tout pour cette interview. Merci beaucoup, Michael, pour ta disponibilité. Ça a été un plaisir. Merci.